Bonjour. C'est plein partout. Vraiment, les idées mènent le monde, c'est génial. Alors, bonne nouvelle. La pluie s'est arrêtée. Et, sans se dénuder complètement, parce que les Pyrénées sont discrètes, quand même, on les aperçoit. On les devine plus exactement. On devine exactement où elles sont. Et c'est le début de la beauté. En attendant demain, on paraît-il, il fera très beau. Et le début de la beauté, c'est que des jours meilleurs s'annoncent. Et donc, nos idées d'espérer, nos raisons d'espérer augmentent. Et donc, c'est un très bon signe ce matin que les Pyrénées commencent à se dévoiler. Alors, on va recevoir Gilles Kepel. Alors, il se trouve que moi-même, j'ai vécu au Proche-Orient pendant quelques années, au moment de la guerre du Liban. Et depuis, je n'ai jamais quitté complètement le Proche-Orient. J'ai toujours suivi tout ce qui s'écrivait, se disait sur le Proche-Orient. Et donc, en 20 ans, 25 ans, j'ai lu tout le monde et à peu près tout ce qui s'est écrit. Et c'est en toute franchise que je vous le dis. J'ai vu tous les auteurs, j'ai étudié leur travail, et le seul qui soit constant dans la justesse de ce qui est dit, et parfois dans l'avance qu'il a sur ce qui va se passer, c'est Gilles Kepel. Et donc, je suis très, très heureux qu'il soit avec nous. C'est sur 2 points, il a eu raison avant tout le monde. Sur la connaissance qu'il a du Proche-Orient, parce que ça fait 40 ans qu'il fréquente le Proche-Orient, et donc il connaît les dirigeants, les peuples, parce qu'il a une véritable passion pour cette région. Et la deuxième chose, c'est l'islam en France. Et là aussi, je dois dire que, contrairement à beaucoup de choses qui ont été dites et écrites, il a vu avant tout le monde, ou avant beaucoup d'autres en tout cas, ce que représentait l'islamisme radical en France. Les banlieues de l'islam, et puis tous ces travaux jusqu'au djihadisme d'atmosphère dont tout le monde parle en ce moment, que tous les hommes politiques et les chercheurs de gauche, de droite, du centre et d'ailleurs reprennent, parce que c'est probablement la meilleure définition de ce qui se passe en ce moment. Alors il est par Mont et par Vaux, puisque l'actualité étant terrible au Proche-Orient, il est sollicité partout, et je suis très très heureux qu'il ait pris le temps de faire étape à Pau, et que vous puissiez le voir et discuter avec lui lors des signatures. Merci beaucoup. Bonjour, Gilles Kepel. Bonjour, Philippe Lapouster. Merci, vraiment. Je sais, vous passez d'avion en train et vous parcourez écran de télévision, réunions publiques, sans arrêt, 24 heures par jour depuis 5-6 semaines. Oui, mais j'aime Pau. J'aime Pau. Ah bah ça... Je suis déjà venu à votre invitation et je connais le maire de Pau depuis quelque temps par ailleurs. Et j'ai lu il y a 2 mois, par hasard, dans une chambre d'hôtel où ce livre figurait comme certains hôtels achètent des stocks de livres au poids du papier. J'ai lu Le Palais d'hiver de Roger Grenier, qui se passe ici, dans cet endroit, où j'étais déjà venu. Et du coup, je n'avais plus qu'une hâte, c'était de revoir les lieux avec autre chose. Et pour ça que je suis très heureux que Philippe Lapouster m'ait invité. Un peu inquiet après tout ce qu'il vous a dit très gentiment en introduction, c'est qu'il va falloir que je sois au niveau de ce qu'il a dit. Bon, ça, on va essayer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors, on va commencer avant de parler de votre livre, juste de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient et qui évidemment occupe tous les esprits et inquiète tous les esprits. Donc la trêve a duré une petite semaine, et les combats reprennent, y compris des bombardements au sud.
Et donc, on estime, depuis la reprise des combats, depuis 2 jours, qu'il y a eu plus de 200 morts et 1 millier de blessés. À votre avis, cette rupture de la trêve, dont la continuation était demandée par une grande partie de l'opinion en Israël et par des puissances étrangères amies d'Israël. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien n'a pas réalisé ses objectifs. Au départ, il s'agissait de détruire, de liquider les chefs militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Ça n'a pas été fait et le grand chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, s'est même payé le luxe d'aller dans un tunnel au 5e dessous de la bande de Gaza saluer les otages en hébreu, puisqu'il a passé 20 ans en prison en Israël, et il connaît la langue et aussi la mentalité des Israéliens, et de leur dire « Rassurez-vous, ici vous êtes en sécurité ». Quel affront pour Netanyahou qui a dit qu'il allait le tuer. Et ensuite, il y a eu d'autres objectifs fixés par Netanyahou comme but de guerre. On va détruire l'infrastructure du Hamas. Donc on a vu une chose en 3D, on avait la salle de commandement du Hamas qui était sous l'hôpital Al-Shifa. Oui, ils avaient dessiné la surface, etc. Comme vous l'avez vu, tout ce qu'on a eu à la télé, c'est un tunnel avec une porte, avec un trou dedans. De 15 mètres. Voilà, donc on ne peut pas dire que les buts de guerre aient été en tout cas visiblement remplis. Et la négociation des otages a été d'une certaine manière imposée à Netanyahou par les demandes, comme vous l'avez mentionné, d'une partie de l'opinion israélienne. Israël est complètement clivé aujourd'hui entre ceux pour qui l'objectif c'est le retour des otages et ceux pour qui il faut d'abord liquider le Hamas et restaurer l'invincibilité militaire. Donc il y a une solution, si je puis dire, mi-chèvre, mi-chou. Un certain nombre d'otages ont été libérés, pendant lesquels Hamas est apparu comme le faiseur de roi. Et, comme décideur. Le décideur, il décidait de libérer tant, refuser ceci, demander autre chose, etc. Et avec une gestion assez précise. Par exemple, ils ont libéré des hommes russo-israéliens pour féliciter Poutine de son soutien. Ils ont libéré un certain nombre de femmes françaises, puisqu'ils observent qu'il y a aujourd'hui dans la jeunesse de notre pays des manifestations pro-palestiniennes très importantes, et que donc c'est l'occasion pour eux d'apparaître sous un jour favorable par rapport à ceux qui les accusent d'être des terroristes et qui rappellent les massacres du 7 octobre dont on parlera tout à l'heure. Et ils n'ont libéré qu'une petite fille américaine pour que les Américains fassent une pression maximum sur Netanyahou. Et ça a été les instructions transmises par M. Blinken, le secrétaire d'État, qui dit qu'il va falloir tirer ou tuer, si je puis dire, avec discernement. Chose qui est assez aberrante. Surtout qu'il y a 2,5 millions à peu près, on ne sait pas exactement, d'habitants dans cette cocotte minute. Moi, j'y suis allé de nombreuses fois, autrefois. Et tous ont été poussés vers le sud de la bande de Gaza. Donc il y a une densité au kilomètre carré absolument hallucinante à Khan Younes. Et, la plus forte du monde, paraît-il. Maintenant. Oui, ça, elle était la plus forte du monde avant. Mais là, dans la concentration avec les gens qui ont fui, sélectionner des cibles avec discernement. Alors, il y a eu cette chose hallucinante, vous avez peut-être vu dans les journaux aujourd'hui. Les avions israéliens ont parachuté des petits papiers avec un QR code pour que les gens voient la carte. Le QR code ouvrait la carte qui permettait de voir les zones 1, 2, machin chose, où ils allaient tirer pour que les Palestiniens s'en aillent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Donc le QR code, vous ne pouvez pas charger l'ordinateur, enfin charger le téléphone, on ne peut pas utiliser le QR code. De toute façon, c'est trop compliqué. On voit là cette espèce de gouffre civilisationnel, si vous voulez, entre un monde hyper développé, c'était de la high-tech israélienne, et puis un univers qui est celui de Gaza, qui vit dans une pauvreté terrible, où l'une des principales ressources, ce sont les enfants, puisque les gens qui sont à Gaza bénéficient
d'un subside de l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, en fonction du nombre d'enfants. Donc si vous avez 6 enfants ou 10 enfants, vous arrivez, en faisant des économies sur les enfants, à vivre à peu près correctement. Ce qui est évidemment quelque chose de terrible, parce que les pauvres 10 enfants, ils multiplient par X le nombre d'habitants qui sont dans ce territoire. Gaza était une cocotte minute en permanence sur le point d'exploser. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, par-delà la monstruosité de l'action, si vous voulez, en réalité, peut-être pas sous cette forme-là, mais il était inéluctable que cela explosât. Or, M. Netanyahou, obsédé par son cas personnel, c'est-à-dire comment ne pas aller en prison, voilà, s'est allié avec les colons d'extrême droite, les partis religieux, qui du reste, il a gagné de manière démocratique l'élection. Ce n'est pas un coup d'État, puisque la démographie d'Israël aussi a changé. Les Israéliens, les vieux Ashkénazes libéraux d'Europe centrale, oui, c'est ça, qui avaient toutes les nuances des socialismes, du Parti travailliste israélien, etc., aujourd'hui ont disparu démographiquement au profit de mouvements très virulents qui, d'une certaine manière, sont un petit peu en miroir de ce qui se passe dans les sociétés arabes, avec une démographie qui favorise, par exemple, au Liban, le Hezbollah, alors que les chrétiens libanais, et même les sunnites, ont beaucoup moins d'enfants et émigrent de plus en plus. Donc on a cette situation qui fait que Netanyahou a complètement sous-estimé ce qui allait se passer. Et vous le savez, on l'a dit beaucoup de fois, paradoxalement, il était convaincu que Hamas était intéressé par une sorte de cogestion de Gaza, à tel point, à telle enseigne que durant ces périodes au pouvoir, avant qu'il y ait eu l'année où il avait dû donner le pouvoir à ses adversaires, il y a 1 an et demi, il organisait une sorte de pont aérien en dollars où chaque mois, un avion de Qatar Airways arrivait de Doha avec un avion cargo rempli de dollars, puisqu'il n'y a pas de distributeur à Gaza, arrivait à l'aéroport Ben Gurion, on déchargeait ces dollars dans des jeeps que le Mossad convoyait jusqu'à la barrière d'Eretz, celle qui a été franchie si facilement, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, de l'autre côté, les services secrets égyptiens très présents à Gaza, puisque Gaza a été contrôlé par l'Égypte jusqu'en 1967, emmenaient ça, alors je ne sais où, c'est peut-être pas sous l'hôpital à Shifa, mais chez les gens du Hamas, qui redistribuaient aux hôpitaux, aux fonctionnaires, etc., mais qui, peut-on le penser, prenaient des frais de dossier assez importants. Et donc, il était à la fois dans cette logique de cooptation, et en même temps, il avait décidé de mettre l'effort de l'armée, essentiellement en Cisjordanie, pour y faire la police, pour appuyer les colons qui sont là-bas et qui ont, depuis le début de l'année, tué plusieurs centaines de Palestiniens à coups de mitraillette. L'une des différences entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est qu'en Cisjordanie, les Palestiniens qui sont là sont des gens qui n'en sont jamais partis. Ça n'était pas Israël, donc ils sont restés sur leur terre. Gaza sont les réfugiés. Alors que Gaza, il y a une petite partie de Gaza qui était des Gazaouis indigènes, si j'ose dire, mais l'immense majorité de ceux qui sont allés à Gaza, donc c'est 300 km², c'est tout petit, c'était des Palestiniens qui habitaient sur le territoire qui est devenu Israël. Alors, la plupart d'entre eux ne sont plus de ce monde, où ils sont très âgés, mais ce sont leurs descendants qui sont là et pour lesquels l'antagonisme est beaucoup plus important avec Israël. Et Netanyahou, et on vient de le découvrir hier en fait, à travers un papier du New York Times qui a été repris partout, de leur correspondant en Israël qui est très branché dans l'establishment israélien et qui, s'il a publié ce document, s'il y a eu accès, cela indique qu'il y a quand même un certain nombre de gens
qui veulent se débarrasser de Netanyahou au plus haut niveau en Israël. Il y a un document qui s'appelait en arabe, qui s'appelait les murs de Jéricho, avec la référence, vous savez, les trompettes de Jéricho qui font tomber les murs, qui détaillait l'opération du Hamas. Et ce document a été vu par le renseignement israélien et a été considéré comme nul et non avenu. De la frime, oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'au plus haut niveau, Netanyahou ne voulait pas s'occuper de ça, parce que pour lui, son objectif de ne pas aller en prison, c'était qu'il avait les partis colons qui le soutenaient, et pour que les partis colons le soutiennent, il fallait envoyer l'armée en Cisjordanie pour les aider à extendre leur colonie et tirer sur les Palestiniens. Juste un mot, la moitié des otages à peu près ont été échangés, 105 sur 240 dit-on, mais enfin on annonce maintenant depuis hier qu'il y a 5 otages qui sont morts, donc à peu près la moitié. En continuant ce qui se fait aujourd'hui, on n'a ni la libération des otages, ni la fin du Hamas. C'est un problème, non ? Oui, c'est un vrai problème pour Israël, puisque, au fond, le 7 octobre, c'est le 11 septembre, si vous voulez. C'est quelque chose qui exprime que la puissance occidentale dominante, les États-Unis, le 11 septembre 2001, ou, entre guillemets, son ombre portée au Moyen-Orient, qui est Israël, invincible, est un colosse au pied d'argile, ou bien qu'on a trouvé son talon d'Achille, si vous préférez une métaphore grecque. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les États-Unis, a été une catastrophe. Il a fallu faire cette opération en Irak, en rétorsion, qui a été un échec total. Et en Afghanistan, ils ont donné l'Irak à l'Iran, leur ennemi, et de l'Afghanistan, ils sont partis. Et paradoxalement, Netanyahou s'engage dans une guerre de rétorsion qui n'a pas l'air de donner de meilleurs résultats. Et on voit bien comment tout cela est en train aujourd'hui de porter un coup très fort dans le système international à ce qui était la domination occidentale sur le monde. Et en tout cas, c'est ainsi que c'est perçu dans la région. Vous avez vu que le président de la République, qui était à la COP 28 et qui avait voulu organiser des rencontres en marge de la COP avec les chefs d'États arabes pour essayer de penser l'après, s'est fait dire « j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire ». Excuse-moi. Et tout cela parce qu'aujourd'hui, ces chefs d'État ne veulent plus se montrer avec des leaders occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne se serait pas passé de la même manière avant le 7 octobre. Ce 7 octobre, justement, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à la manière dont il est représenté. Dans un premier temps, le jour même du 7 octobre, disons, pour l'ensemble des Juifs dans le monde et ceux qui sympathisent avec leur cause ou qui considèrent que c'est le principal drame du XXe siècle, le 7 octobre apparaît comme une sorte de rémanence des pogroms en Europe tsariste, etc. Voilà, ou bien des Juifs en Europe. Voilà, ou de la Shoah par balle de Hitler en Ukraine. Et puis, ça, c'est dans la représentation juive. Et pour les Occidentaux, notamment pour les Français, bien sûr, du fait de ce festival de musique dont les participants ont été tirés par comme des lapins, avec des gens qui avaient des caméras GoPro embarquées, un peu comme Mohamed Merah, si vous voulez. Ouais, c'était la même chose. Donc, il y a une identification avec le Bataclan. Ça nous a rappelé le Bataclan, les mêmes choses. Et puis, au fur et à mesure, avec la rétorsion israélienne, l'image s'est complètement transformée. Et aujourd'hui, notamment dans les universités, chez les jeunes, etc., c'est Israël qui est accusé de génocide, puisque, alors, on donne un chiffre ou un nombre de 15 000 personnes civiles qui auraient été tuées à Gaza. C'est bien sûr quelque chose que personne ne va discuter en public, parce que
c'était la monstruosité Incontrôlable, de toute apparaissait, façon. mais ce sont les chiffres du Hamas qui sont repris comme tels par les organisations internationales et par le consensus de la presse. Quelle que soit la réalité, c'est beaucoup. En tout cas, ça a un effet qui retourne contre Israël l'accusation génocidaire. Et là, c'est comme ça. Troisième élément qui est très intéressant à voir, quand on connaît la littérature arabe, ce qu'on raconte dans les mosquées, dans les prédicateurs, vous avez, dans la représentation notamment salafiste ou frériste du monde, qui est appuyée sur la geste du prophète Mohammed, qui représente l'exemple absolu, le bel exemple à imiter, vous voyez, et qui a fait ce que Dieu lui a dit de faire sur terre. Tout le début de l'islam historique est notamment marqué par des attaques du prophète et de ses soldats contre les oasis juives, notamment l'oasis de Khaybar, qui était à Médine, où les combattants, les habitants étaient effacés au fil de l'épée, les femmes enlevées, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de les partis Hezbollah, Hamas et autres, quand ils veulent mobiliser sur un slogan religieux contre Israël, entonnent ce slogan en arabe, pour les arabisants ici, Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed Sayaoud, c'est-à-dire Khaybar, le nom de cette oasis, Khaybar, l'oasis juif, et les Juifs, oh les Juifs, rappelez-vous, l'armée de Mohammed revient, et de retour, vous voyez, ça rime Yahoud, Yahoud. Et pour indiquer la prégnance de ce phénomène, c'est-à-dire comment, dans une histoire téléologique du monde, telle qu'elle est vécue et prêchée régulièrement en chair par les religieux, pas seulement les plus extrémistes. Téléologique veut dire une histoire qui est pensée à partir des fins dernières. Les fins dernières, c'est que, comme pour le christianisme qui voulait s'étendre à l'ensemble de la planète, l'islam, et contrairement au judaïsme justement, a pour objectif de conquérir l'ensemble de la planète. Et d'autant plus, une terre qui a été islamique autrefois ne peut pas revenir à quelque chose qui n'est pas l'islam. Par exemple, quand Erdogan a réislamisé Sainte-Sophie, il y a 2 ans, Hagia Sophia, qu'Atatürk avait transformé en mosquée, c'était autrefois une basilique byzantine. En 1453, conquête de Constantinople par le sultan Mehmed II le Conquérant, qui en fait une mosquée. Atatürk, en 1935, laïque, en fait un musée cadeau à l'humanité. Et Erdogan refait une mosquée en disant « Tout ce qui a été conquis par le sabre, on ne doit jamais le rendre, sauf par le sabre ». Et Gaza, c'est la même chose. Et Gaza est considérée comme une terre d'islam dans le monde musulman qui doit redevenir musulmane. Et c'est d'ailleurs le slogan qui fait fureur sur les campus américains aujourd'hui, « From the river to the sea, Palestine will be free », donc depuis le fleuve ou le Jourdain à la mer, la Palestine sera libre. En français, ça ne rime pas, c'est moins bien. Beaucoup disent ça parce que ça semble sympa sur les campus américains, mais en réalité, c'est la vision islamiste. C'est le méta-récit islamiste qui est la reconquête. Oui. Donc on a, le 7 octobre, d'une certaine manière, polarisé d'une façon extraordinaire les positions. À mon sens, ça a une importance symbolique peut-être aussi grande que le 11 septembre. Et on le voit même dans nos sociétés, ici. C'est dans les universités françaises aujourd'hui. Une ligne importante. Les deux clivages fonctionnent comme ça, dans un système universitaire où les étudiants ne lisent plus grand-chose et où ils se structurent en fonction de leur appartenance à des groupes constitués sur les réseaux sociaux, et les algorithmes vous envoient chez les gens qui pensent comme vous. Donc le monde de l'université qui était fait pour le dialogue, justement, on arrivait avec un certain nombre de présupposés, de connaissances, etc. Et puis, dans le cours, on entend le magistère du prof, on le discute, et ensuite on construit une connaissance de laquelle on dérivera une opinion. Aujourd'hui, la vérité
est énoncée d'emblée. Et ces vérités sont contradictoires et fragmentées. L'opinion précède l'étude, au lieu d'en être la conclusion. Oui. Et pas seulement l'université, mais c'est quelque chose qui semble de plus en plus se manifester aujourd'hui dans la société française. D'une certaine manière, ce qui se passe en Palestine nous concerne directement, et en Israël. Non pas seulement parce que la continuation du désordre, de la mort, des troubles se traduit aussi par des flux migratoires incontrôlés qui arrivent ici et qui abondent le clivage social et le clivage ethnique. Et l'affaire de Crépol... Pardon, j'ai pris froid hier cette nuit à l'abbaye de Fontevraud, où j'ai dormi par -5 dans une chambre monacale avec un carreau cassé. Rien à voir avec les conditions splendides de l'hospitalité au Palais d'Hiver. Et loin du Proche-Orient. À la chaleur du Béarn. Mais donc vous m'excuserez si ma diction n'a pas le charme de celui d'une cantatrice et si je tousse régulièrement. Et donc tout ça a cette affaire de Crépol, par exemple. Ce village de la Drôme, où une expédition, alors une razzia d'une certaine manière, a été montée par des jeunes d'un quartier défavorisé contre un village où il y avait un bal et où se sont mis spontanément en place, dans la représentation des choses, une lutte entre des jeunes d'origine musulmane et issus des cités et puis des jeunes d'origine rurale et locale avec une grande gêne des autorités qui ne voulaient pas verser de l'huile sur le feu, une mise en avant par la droite extrême qui a raflé la mise là-dessus. Ensuite, le gouvernement qui est intervenu avec du retard, pas très convaincant. Et tout cela, évidemment, n'aurait pas pris une telle ampleur s'il n'y avait pas eu derrière Gaza, en surplomb, le Hamas, la Shoah par balle, les massacres qui ont été plantés au couteau, etc. Oui. Donc tout ça est en fait très lié aujourd'hui et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, moi j'ai essayé pendant les 40 ans de ma vie universitaire, qui est un peu ce que raconte ce livre qui s'intitule « Prophète en son pays », c'est évidemment ironique, puisque nul n'est prophète en son pays. Sauf Keppel. Comment ? Sauf Keppel. Si non, j'ai bien compris. Oui, mais enfin, ça n'a pas beaucoup de conviction, de force de conviction. Et donc j'ai essayé justement de construire le va-et-vient entre notre société ici et ce qui se passait au sud et à l'est de la Méditerranée. Le livre commence en 1980, bon, alors peut-être je vais décevoir un certain nombre de jeunes personnes ici. J'avais 25 ans, donc vous ferez le calcul vous-même, et c'est vrai que généralement je suis bon pour les pads. Donc je suis prêt à ce qu'on me pousse en chaise roulante, si vous voulez bien ensuite. J'arrive en Égypte parce que j'ai vu dans Le Monde, un journal que je lisais régulièrement à l'époque, un article qui racontait que dans les facs égyptiennes, moi j'étais trotskiste, enfin on était tous d'extrême gauche à ce moment-là, le régime de Sadat était contesté au nom d'Allah par des militants barbus. Nous on était aussi barbus, mais avec la barbe de Che Guevara, celle du prophète et des filles voilées. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas. Donc je suis allé voir. Et un de mes patrons universitaires vous avez connu Rémi Levaux, Philippe, m'avait encouragé en ce sens. Je suis allé là-bas, j'étais perçu comme un hurluberlu, y compris par les Français qui étaient là-bas. Ces gars-là sont des fascistes payés par l'impérialisme américain, etc. Et puis, quand j'étais sur place, ils ont assassiné Sadat. Et donc, mon sujet obscur et marginalisé est devenu le centre du monde, ce qui fait qu'ensuite, on m'a pris au CNRS et autres. Et quand je suis arrivé en France, mon patron, donc Rémi Levaux, qui faisait des allers-retours entre la France et l'Égypte, c'était en début du premier septennat Mitterrand, début des années 80, m'a dit « Gilles, il y a quelque chose qui se passe qui est très bizarre.
des grandes grèves dans l'automobile. C'était le début de la délocalisation, mais on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, on n'avait pas encore compris, des licenciements massifs, etc., après la hausse des prix du pétrole en 1973, déjà quelque chose qui vient du Moyen-Orient. Et il me dit, il y a un truc vraiment bizarre, les OS en grève à Renault, Talbot, qui existait à l'époque, Citroën, etc., dans les usines occupées, font la prière en bleu de chauffe dirigée vers la Mecque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, la révolution iranienne avait eu lieu. Effectivement, les Iraniens à Paris, de leur centre culturel, faisaient des tracts en leur disant « mais les ouvriers n'avaient rien à faire ». En allant enquêter, en utilisant les méthodes que j'avais élaborées en Égypte sur la France, paradoxalement, alors que les collègues sociologues ne s'intéressaient pas du tout à ça et considéraient que la politisation du religieux, c'était n'importe quoi, ça n'existait pas, que c'était cette démarche était raciste, je ne sais quoi. Au fond, on s'est rendu compte que ce n'était pas tant les Iraniens qui les influençaient, mais les patrons faisaient venir, par exemple, du Maroc, un village entier avec son imam, lequel expliquait aux ouvriers que plus les cadences étaient rapides, plus vite ils entreraient au paradis. Et en face, la CGT alignait des imams qui disaient que la grève était bénie par Allah, etc. Et donc, le religieux était devenu un élément d'instrumentalisation dans les rapports politiques dans l'usine. Ce qui échappait complètement aux décideurs français dans la France des années 1980, en plus avec le socialisme mitterrandien, etc., les anciens 68ards qui étaient au pouvoir, un peu recyclés et assagis, et pour qui c'était, j'ose pas dire du chinois, ni de l'hébreu, mais enfin c'était incompréhensible. Et donc j'ai essayé d'expliquer ce genre de choses. Alors ça a été accueilli poliment, mais on considérait que anecdotique. Oui, un hurluberlu universitaire. Et au fond, j'ai essayé de faire ça pendant les 40 dernières années, avec des hauts et des bas. Et là, j'ai décidé d'écrire ce livre qui est à la fois une espèce de, on dirait en allemand, de Bildungsroman, de roman de formation, et puis un aller-retour entre ce que j'ai vu pendant les 40 dernières années et la façon dont je l'ai vu. C'est-à-dire que c'est un aller-retour entre l'incarnation, si je puis dire, le prophète est incarné maintenant, et le terrain. Et je me suis décidé à le publier parce que, justement, j'étais très inquiet de ce qui se passait dans l'université. On me met dehors de l'école normale supérieure aujourd'hui. Bon, je veux passer à la retraite dans 2 ans. J'ai encore 1 an, mais on me l'enlève exprès parce que je ne suis pas woke. On a fermé à l'école les études sur le Moyen-Orient pour les remplacer par des études sur le Sud global. Alors le Sud global, d'accord, mais c'est de l'idéologie. Ça n'est pas un concept. On enseigne le Sud global sans questionner ce que ça veut dire. Et donc il m'a semblé que ça valait quand même la peine de réagir. Malheureusement, si j'ose dire, la prophétie s'est réalisée puisque le livre a été publié début septembre, le 6 septembre justement, et un mois et un jour après, il y a eu le 7 octobre. Donc depuis, j'écume les médias et j'essaye d'avoir un propos qui n'est pas engagé. Je ne suis pas avec Israël ou avec le Hamas ou avec je ne sais quoi. J'essaye de rétablir le contexte. Et c'est ça qui me semble aujourd'hui nous manque. Notamment là où l'explication devrait venir, c'est-à-dire dans le monde universitaire où les études arabes se sont effondrées, où la connaissance de cet univers n'est plus prise au sérieux et où finalement on préfère se cacher derrière son petit doigt. Donc moi, c'est cette urgence-là qui m'a poussé à écrire ce livre-ci et sous cette forme-là. Alors, dans ce livre, il y a quelque chose de très intéressant parce que souvent, les évolutions présentes sont assez mystérieuses pour beaucoup. Et vous parlez d'un sondage qui a été fait 2 fois. Ah oui. Entre 1987 et 2012. 2010. Et ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà l'explication. Parce qu'on peut se demander pourquoi les communautés, a priori, se font de plus en plus face.
Et lorsque vous parlez de ce sondage que je vais vous demander d'expliquer, parce que c'est très important, vous dites il y a eu des entrepreneurs communautaires dont le travail, précisément depuis des années, sans qu'on s'en aperçoive, était de faire en sorte de distinguer la population musulmane française des autres communautés. Oui, ce qui aboutit à ce qu'on appelle maintenant le séparatisme. Voilà, le séparatisme. En effet, alors quand je rentre en France d'Égypte en 1984, donc mon patron de l'époque me dit « Gilles, allez regarder cette histoire d'ouvriers qui font la prière en bleu de chauffe avec la main de Khomeini dans le bleu de chauffe de l'OS, si vous voulez. » Et donc, avec l'équipe avec laquelle je travaille, donc, on fait un sondage administré à l'époque en plein de langues parce que beaucoup de la population, disons, non arabe ne parlait pas français. Les Algériens parlaient un peu français, les parents, mais les Turcs, les Sénégalais, ça ne parlait pas français du tout à l'époque. Maintenant, ça a complètement changé. Ce sont d'autres plus récents qui ne parlent pas français, mais eux, les jeunes Turcs, parlent tous parfaitement français. Et la question, on posait toutes sortes de questions pour se définir. Et l'une des questions qui semblait très triviale, mais qui nous a donné la clé enfin, du sondage, et ça on ne peut pas le savoir avant, on se rend compte ensuite quand c'est fait, c'était tout simplement, accepteriez-vous que vous-même ou vos enfants soyez invités à aller manger chez un non-musulman? Et donc on est en 1985, et c'est un sondage administré pendant le mois de Ramadan. Et donc, on a une toute petite partie des gens, surtout dans les non-francophones, qui disent jamais. Jamais, c'est l'horreur, l'impiété. Un tout petit groupe, mais vraiment résiduel à l'époque, dit d'accord, mais à condition que la nourriture soit halal. Négligeable. C'est négligeable. Et puis, disons, les deux groupes qui se répartissent, allez, 70 ou 80%, je parle de mémoire, c'est l'un d'eux qui dit d'accord, mais pas de cochon et pas d'alcool. Et l'autre qui dit qu'est-ce que c'est que cette question raciste, évidemment, pourquoi est-ce que vous nous distinguez, sans problème, etc. Ouais. C'est nul, on en a une affaire, etc. Après les émeutes de 2005, donc on refait avec une équipe, à l'époque j'étais avec l'Institut Montaigne, on passe un an à Clichy-Montfermeil, dans l'agglomération d'où les émeutes sont parties, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. 5 ans après, c'était pas mal parce que la plupart des acteurs sociaux étaient toujours sur place. Si on la faisait aujourd'hui, ils seraient partis, il n'y aurait plus de mémoire active. On l'aurait fait tout de suite, chacun aurait été dans l'exacerbation, et là, il pouvait prendre un peu de recul. Bon, on a passé un an sur place, on était très bien accueillis, moi j'étais plutôt acceptable, je travaillais sur Dubaï à ce moment-là aussi, j'apportais régulièrement des boîtes de dates ornées à mes interlocuteurs, donc j'étais perçu comme quelqu'un de chic. Et on pose cette même question, et les proportions étaient complètement différentes. Il y avait toujours un tout petit groupe qui disait jamais. L'histoire de pas de cochon et pas d'alcool avait quasiment disparu, et vous aviez quasiment 80% des répondants qui disaient « j'exige que le repas soit halal ». Et puis ceux qui disaient cette question est nulle avaient disparu. Les mêmes, aussi. Oui. C'est-à-dire que la revendication du halal, comme marqueur communautaire, en 25 ans, s'était complètement imposée. Et ça veut pas dire de 5 à 80%. Oui, à peu près. Enfin, j'ai plus les chiffres exactement énorme. en tête, mais c'était, si vous voulez, c'est pas la même chose de dire je ne bois pas d'alcool et je mange pas de porc. C'est une décision individuelle. Le halal, ça veut dire qu'il y a une communauté qui décide ce qui est halal, qui a des boucheries, tout un écosystème qui fait que le halal, ça. Il y a un commerce, il y a une industrie, il y a une économie politique et religieuse dans laquelle on s'insère. Et j'étais assez ami avec un certain nombre de dames qui faisaient la cantine, qui étaient des mamas souvent très sympas, et qui me disaient non, moi je mangeais pas du tout halal il y a encore 10 ans. Pour nous, on n'avait pas compris que c'était important. Et cette définition de soi
a changé au moment où, en plus, sont arrivées des vagues de population migrantes de plus en plus nombreuses, et où aussi une grande partie, dans ces époques-là, dans les années 2000-2010, de la jeunesse issue de cette population s'est trouvée en décalage par rapport au marché du travail. Alors que les générations plus anciennes, les Kabyles d'Algérie, nés en France dans les années 60, dont les parents étaient carriers, etc., globalement ont eu des trajectoires d'intégration individuelle et d'intégration et d'ascension sociale très frappantes. Là, ça n'a plus été le cas. Et le sentiment qu'il fallait faire bloc comme communauté pour compenser cela, et aussi parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont apparus des entrepreneurs communautaires qui les ont poussés à cela. Par ces entrepreneurs, il y avait intérêt, parce qu'ils devenaient des médiateurs, il y avait de l'argent qui circulait, puis il y avait du pouvoir politique. Profitant de la déshérence d'une partie de cette jeunesse, aussi de la gestion des trafics divers et variés, on a vu ce phénomène se développer, qui a abouti à ces clivages qu'on voit aujourd'hui et qui ont été récupérés d'ailleurs par l'extrême gauche. Ce qui est très frappant, moi, quand j'étais trotskiste dans ma jeunesse, je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent encore connaître, au siècle précédent, on pensait que c'était des bêtises, certainement, mais on était très universaliste. Et quand je vois, c'était une secte différente de celle de Mélenchon. Si on avait gagné à l'époque, on l'aurait fait fusiller tout de suite et vice-versa. Et je suis ahuri quand je vois Mélenchon, qui était aussi porteur de cet universalisme, se faire aujourd'hui le défenseur du communautarisme, parce qu'il calcule que les imams frères musulmans vont appeler à voter pour LFI aux prochaines municipales. Et peut-être aux européennes, mais c'est surtout les municipales. C'est important, parce qu'en banlieue populaire, très peu de gens votent. Et si vous apportez 300 voix, vous pouvez contrôler une municipalité de 20 000 habitants. Quand j'ai lu ce sondage, c'était pour moi une clé très importante, parce que ça explique, y compris des attitudes politiques que sinon on aurait du mal à expliquer. Et la communauté s'est organisée par des entrepreneurs qui ont organisé et finalement soumis, on va dire quand même, parce que comme vous dites, avant c'était une décision individuelle, on est ceci. Là non, c'est l'organisation de groupes qui font que ça crée une atmosphère absolument différente. Oui, des entrepreneurs économiques et plus politiques, et qui sont, alors à ce stade-là, dans une logique transactionnelle. On l'a vu par exemple avec les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, abattu par la police au cours d'un contrôle routier, dans des circonstances que vous connaissez. Et ces émeutes ont eu lieu. Alors, elles n'avaient pas été particulièrement appelées par des leaders religieux, elles étaient plutôt spontanées, même si les pillages considèrent qu'au fond, la loi de la République, c'est pas ça qui est important. Les biens des infidèles sont licites, d'une certaine manière. Pour celui qui va piquer les Nike et les revend ensuite sur le Bon Coin, ou les montures chez les opticiens Chris, etc., ou d'autres opticiens. Et ensuite, vous avez un certain nombre de leaders religieux qui vont entrer en scène. En lice. En disent, on assure. On va dire aux jeunes de se calmer. À propos, il faut qu'on discute pour les prochaines municipales. L'ordre contre le vote. On demande, voilà, l'extension d'un terrain pour la mosquée, le permis de construire, le halal à la cantine, une école confessionnelle avec des bâtiments, etc. Des postes de conseillers municipaux, surtout ceux qui donnent les HLM, etc. Et donc, à la limite, ce sont des choses qu'on a vues aux États-Unis. C'est ce qu'on appelait la pork barrel policy, la politique du marchand de cochon. Bon, en l'occurrence, l'islam, c'est plus pork barrel, c'est halal barrel policy. Mais, et qui faisait qu'à Chicago, par exemple, les Irlandais, les Italiens, etc.,
négociait avec les candidats à la mairie toutes sortes Leurs zones. Voilà, des zones, des délimitant les frontières de chaque... oui. Voilà. Alors, dans la société américaine, une société d'immigration et où une société jeune, c'était des éléments qui se mettaient en place. Mais ce qui est très frappant, c'est que des choses comme ça se produisent dans une société française qui n'était pas du tout habituée à ce genre de fonctionnement. Si vous voulez. Même si, quand on parle de Mélenchon espérant que les frères musulmans fassent voter pour lui, paradoxalement, ça rappelle un peu en Vendée ou ailleurs les curés qui donnaient une époque, oui, bien sûr. Voilà, indiquaient le bon choix, comme aurait dit Giscard d'Estaing, c'est-à-dire qu'il fallait voter comme notre maître. Vous voyez ? Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a vous applaudissez Giscard d'Estaing, bien sûr. C'est ça qui est tout à fait stupéfiant. Alors, bon, il ne faut pas hystériser le phénomène, mais je crois que c'est très important de bien le comprendre et le situer. Vous voyez, par exemple, dans l'affaire de Crépol, j'ai trouvé que les autorités gouvernementales n'avaient pas pris la mesure de ce qui se passait. Et on considérait que c'était un incident. C'était un incident. Et bon, après, les médias d'un certain nombre de groupes de presse hostiles l'ont fait monter en mayonnaise. Et on s'est rendu compte que ça a pris dans une partie de la société. Avec derrière le trauma de ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël et Gaza, ça, et ce bouleversement global du monde. Donc c'est pour ça, me semble-t-il, que c'est quand même le moment d'arriver à être capable de réfléchir, de penser les défis du monde d'aujourd'hui, dont je crains qu'ils ne soient pas pris en compte à la hauteur nécessaire. Oui. Bon, vous avez vu le titre de ces rencontres sur l'espoir. Alors après tout ce que vous nous avez dit, c'est vrai que ça n'encourage pas, pour être gentil avec vous, mon cher Gilles Kepel. Mais je vais vous poser la question autrement. Est-ce que tout ça, tout ce que vous avez dit, les chocs, la violence des affrontements qui sont en train de se mettre en place, est-ce que tout ça, on a 5 minutes, hein, est-ce que tout ça pourrait éventuellement, quand les chocs sont si importants, que les risques sont si importants, qu'on sent que vraiment on est à la veille d'une chose qui pourrait être catastrophique pour énormément de gens, est-ce que c'est un moment qui annonce le tragique de manière obligatoire, ou bien on peut dire que cette affaire est devenue planétaire, tous les pays sont concernés, toutes les puissances sont concernées. Est-ce que ce moment-là de blocage apparent pourrait permettre à des gens de réfléchir autrement à la suite des événements ? En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Alors, je ne sais pas quel en sera l'écho, mais bon, en ce moment, je passe pas mal de temps sur les étranges lucarnes, même si, vu mon état de santé, ça sans doute pas, ça peut être terrible dans les jours qui viennent. Mais et j'essaye de tenir ce type de propos, c'est-à-dire un propos explicatif, considérant que ce qui est le plus important pour notre société, c'est de considérer que ce que nous avons en commun est plus important que nos différences ou nos clivages. Il n'y a aucune société qui soit homogène. Comme disaient les Grecs autrefois, pater, panton, polemos, guerre et père, c'est masculin en grec, de toute chose. Et c'est le conflit, c'est le marxisme, la dialectique, le conflit qui fait avancer le monde, parce qu'on a des intérêts contradictoires, etc. Mais dans un cadre où finalement le commun l'emporte, par-delà les intérêts particuliers. Et moi, ce que je voudrais arriver à faire passer, après, basé sur 40 ans de travail, c'est ce concept-là. Comment arriver justement, quel est le titre, vous m'avez dit ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Nos raisons d'espérer. Les raisons d'espérer, voilà. J'essaie c'est une pirouette pour m'en tirer. Les raisons d'espérer, c'est d'abord comprendre ce qui se passe. Comprendre ne veut pas dire entériner. Vous savez, l'une des exceptions du combat, on les comprend, on comprend ces jeunes. Non, oui. Il ne s'agit pas
de dire d'accord. D'expliquer. Il s'agit d'expliquer, d'analyser et de mettre en place des politiques politiciennes, sociales, économiques, etc., qui prennent en compte ces paramètres. Or, je crains que on ne soit... c'est aussi le destin du politique, c'est de prendre des actions sur le très court terme. Mais ils sont jugés très rapidement. Que je sache, les pronostics du Rassemblement national pour les européennes, d'hypothèse basse, c'est 36%. Premier parti de France. Du reste, Marine Le Pen ne dit plus rien maintenant. Elle ne fait qu'engranger. Et alors, bon, on peut voter pour Marine Le Pen. Je ne suis pas là pour indiquer pour qui voter, ça en fiche. Hein. Mais en tout cas, il me semble que les entrepreneurs du clivage prospèrent sur la méconnaissance. Et mon sentiment, c'est que le rôle de l'universitaire au soir de sa carrière, pour ne pas dire au crépuscule, c'est justement d'inciter à comprendre quels sont les véritables enjeux et ne pas se contenter de la superficialité qui, aujourd'hui, est aggravée d'une manière extraordinaire par les réseaux sociaux, qui fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que l'algorithme vous dirige vers ceux avec lesquels vous êtes d'accord, a priori. Ce qui empêche de penser la diversité du monde et qui aboutit à la polarisation et au clivage. Ceux qui considèrent qu'on ne doit parler que des 1200 Israéliens qui ont été massacrés, apparemment des viols terribles dont on parle encore peu, mais dont la réalité commence à sortir, etc. Ou bien ceux qui considèrent qu'on ne doit parler que du génocide, avec ou sans guillemets, comme vous voudrez, sur les jeunes, les civils, les enfants de Gaza bombardés. Mais il y a aussi l'autre méta-récit, comme on dit, qui est celui qui s'inscrit dans la vision littérale de la geste du prophète et qui justifie cela. Donc, vous voyez, si on peut essayer de mettre tout ça dans le panier et de comprendre, à mon sens, on aurait fait un grand pas. Je ne veux pas dire comme le président Boumedienne, après l'indépendance de l'Algérie, qui a dit « l'Algérie était au bord du gouffre, on a fait un grand pas en avant ». Donc ce n'est pas tout à fait mon propos, mais voilà, je pense que le rôle de l'universitaire, c'est ça. Et au moment où l'université me fout dehors pour non-wokisme, mais je suis en train de les emmerder quand même en ce moment, je crois que ça va... Je suis pas quand même. Vous commencez à le mériter. Né de la dernière pluie, oui, quand même, j'ai un peu de ressources. Non, ça veut dire que c'est le moment pour moi, d'une certaine manière, de me transformer d'un universitaire adossé à une institution qui aujourd'hui ne veut plus de moi, en intellectuel public. Et un intellectuel public, à mon sens, il y a cette définition que portait le sociologue américain Edward Shills, qui disait « Un intellectuel, c'est celui qui tient un discours sur les valeurs centrales de la société. » Sur les valeurs centrales de la société. Voilà, mais un discours fondé sur du savoir. Un savoir qui, comme on le dit dans le jargon universitaire, est falsifiable. J'apporte un certain nombre d'éléments. Si on démontre qu'ils sont faux, ils sont faux. Mais au moins, avançons comme ça, plutôt que d'aller face aux œillères de nos différents clusters des réseaux sociaux, pour le coup, dans le mur, en klaxonnant. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Kepel, parce que vraiment... Merci à vous aussi, Philippe, d'avoir organisé ces débats qui sont toujours formidables à Pau. C'est le but de ces débats, c'est précisément d'entendre des voix, de comprendre leur démarche et de se dire que une bonne question, ça vaut largement une réponse facile. Et tous les colloques ne sont pas de la même qualité. Je ne parle pas de ceux où je me fais dormir dans une truc où elle va être cassée, je passe dessus. Mais effectivement, les idées mènent le monde. Bon, ça a l'air trivial, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. C'est quelque chose qui est important.
S'il n'y a pas d'idée qui mène le monde, il n'y a pas de raison d'espérer. Oui, on me scripte. J'ai mon prompteur là qui le dit. Voilà, vous pouvez aller le retrouver. Maintenant, Gilles Kepel est à votre disposition. J'ai pris 2 stylos, sachant qu'à Pau, normalement, on vend des livres. C'est pas que je vais les vendre, évidemment. Je ne m'occupe pas de choses sales et comme les ça. endroits où il fait froid, voilà, et on attrape des rhumes. À les dédicacer avec grand plaisir. Merci Philippe, merci à tous et à tous.